Et on va terminer avec M. Pierre Rousseau, président de l'Association de géocoaching du Québec. Catching? Caching, oui, oui, caching. Désolée. Bonjour. Donc, géocaching, c'est quand même un nom anglais, mais les géocaches, c'est la prononciation. Entendez? D'accord, je vous remercie. Grand merci pour l'invitation de participer au plan d'action du sport et du plein air urbain. L'activité se porte bien. Donc, devant cette invitation, j'ai décidé de parler d'une chose qui s'est passée. Donc, c'est la réintroduction ou le retrait de l'interdiction des géocaches dans les parcs nature. Donc, c'est ça. Le but de ce mémoire, c'est d'améliorer l'offre de services dans les parcs nature en envisageant la réintroduction ou le retrait de l'interdiction des géocaches dans les parcs nature après une interdiction d'il y a à peu près 5 à 9 ans. Puis valoriser la pratique libre des sports émergents, etc. Le géocaching n'est pas un des sports qui se trouve dans le plan. C'est comme le ski de fond, le baseball ou tout ça. C'est quand même un sport qui est 4 saisons. Donc, qu'est-ce que c'est le géocaching? Dans le fond, c'est un loisir qui consiste à utiliser la technologie de géopositionnement satellite et donc utiliser un GPS, soit un téléphone avec boussole et tout ça, pour trouver des contenants dans la nature ou en ville, des géocaches dans divers endroits, puis ça, c'est à travers le monde. C'est un sport qui a commencé en 2000. Avant, le GPS incluait une imprécision qui faisait... Ça, c'était avec l'armée américaine. Tout ça, il y avait, pour des raisons de sécurité, il faut avoir jusqu'à 100 mètres d'erreur introduite pour les GPS civils. Et en 2000, ils ont éliminé cette erreur-là. Et immédiatement, sans changer les GPS de l'époque, la précision est devenue à 3 mètres. 3 à 5 mètres de précision. Et le sport a commencé. Quelqu'un est allé mettre un contenant dans une forêt. L'a mis sur un Usenet dans le temps, là, qui c'était avant les Internets, puis l'activité a commencé comme ça. Il y a eu un essor en 2005-2006. L'Association Géocaching Québec a été fondée en 2006. Puis à ce jour, 3 millions de caches dans 184 pays. Au Québec, il y en a 45 000, puis dans la région de Montréal, il y en a à peu près 7 000. Il y a autour de 40 000 géocacheurs au Québec. Il y en a encore là, des millions dans le monde. Voici un peu on voit le Canada, États-Unis, un petit bout de l'Europe, puis la carte de droite, c'est la ville de Montréal et Laval qui est submergé de petits points de toutes les couleurs. C'est un peu le visage de l'activité en ville ici. Il y a plusieurs types de contenants. Il y a des différentes grosseurs, mais il y a des types traditionnels, c'est-à-dire qu'on a dans le GPS une adresse, on va XY, latitude, longitude, et la cache se trouve là. Il peut y avoir une cache mystère où il faut résoudre une petite énigme pour trouver la coordonnée. Multicache, on va au point A, il y a un indice, on va au point B, puis on se promène comme ça. Il y a des types virtuels comme les Earth Cache qui sont
dédiés pour les activités, la géologie, des choses comme ça. Donc, c'est des caches éducatives. Il n'y a pas de contenant à ce moment-là. Bon, il y a des événements, il y a des boîtes aux lettres, les gens mettent une carte postale, puis les choses se promènent, puis tout ça. Puis il y a aussi des événements qui sont, qu'on appelle des CITO, c'est Cash In, Trash Out, c'est des événements de corvée. Les géocacheurs se rejoignent à un point et pour plusieurs heures vont ramasser les déchets. Il y a pas seulement pour la journée de la Terre, mais à l'année longue, il va y en avoir des douzaines chaque année. Donc, une cache a plusieurs attributs. Donc, là, je n'irai pas à travers tout ça, mais il y a des attributs positifs et négatifs. Donc, on pourrait dire peut être trouvée 24 heures sur 24 ou ne pas la trouver, pas la chercher la nuit ou la trouver la nuit. Est-ce que c'est une cache qui est pour les enfants? Est-ce qu'il y a des autobus à proximité, etc.? La distance pour se rendre et la difficulté à la trouver. Ça peut être gros comme l'ongle et caché dans un épinette, ou ça peut être un verre d'arachide. Tu ne la vois pas de loin, mais quand tu arrives dessus, elle est là. Puis aussi le terrain, qui peut être de 1 à 5. 5 peut inclure des escalades, mais aussi peut inclure tout simplement d'avoir besoin d'un kayak pour s'y rendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? C'est la première fois, c'est en 2009, donc à la demande de la ville de Montréal, principalement en raison de l'article 13 du règlement RGC 0929 relatif à la fréquentation et conservation des parcs régionaux de la ville de Montréal, qui stipule interdiction de circuler hors sentier. Toutes les géocaches du bois de Liesse et de Saraguet, avec la forêt milléniale, ou je pense que c'est ça le surnom. Toutes les caches, donc une vingtaine, ont été archivées et désactivées. Les comptes ont été retirés. Donc, il y a eu une première interdiction dans ces deux parcs. Donc, on a fait des démarches pour essayer de faire renverser ça, mais ça n'a pas eu lieu. En 2013, une autre demande, ça a été en début d'été. Le représentant du parc nature Cap-Saint-Jacques et Bois-de-Liesse a demandé que toutes les géocaches qui s'y trouvaient soient retirées dans la saison estivale. Après que le message a été transmis, on a essayé à plusieurs reprises de reparler à ce responsable pour voir si on avait une manière de relocaliser les géocaches près des sentiers, puis des choses comme ça. Finalement, on n'a pas eu aucune réponse. Donc, encore une fois, on a archivé les caches, puis pour respecter le désir du propriétaire du terrain. Plus tard dans l'année, pour le Pointe-aux-Prairies, on a eu une requête similaire, mais dans ce cas-là, il y a eu une discussion avec un des propriétaires de géocaches, qui en avait vraiment plusieurs dans ce coin-là, avec le représentant des parcs de l'Est, Parc Nature de l'Est. Il y a eu une discussion. Toutes les caches ont été passées en revue et avec l'article 13 en tête. Et tous ceux qui pouvaient rencontrer le critère, soit parce qu'ils le faisaient déjà ou parce qu'ils ont pu être déplacés, on a appelé ça le critère cache garantie, les 2 pieds dans le sentier, ceux-là ont été conservés. Sinon, les autres ont été retirés. Ceux qui n'ont pas été capables d'être déplacés, ils ont été archivés et retirés. Sur la carte que je montre ici, il y en a avec des petits X. Ça, c'est ceux qui ont été retirés, mais l'ensemble des autres sont restés. Il y en a un paquet, ironiquement, qui ont été retirés parce qu'ils ne pouvaient pas être déplacés près d'un sentier. Et c'est l'usine de filtration d'eau qui a repris le terrain pas longtemps après. La section a été passée au bulldozer et c'était pas les caches qui avaient causé ce problème-là. Ça a été le destin a empiété sur le parc à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a rajouté un texte sur le site de geocaching.com.
les choses que j'avais montrées plus de bonheur, c'était les attributs, les grosseurs de cache. Ça, c'est sur le site de géocaching. Je n'ai pas parlé de la méthode de publication. Les gens posent un contenant, ils les publient sur le site et les gens qui ont un GPS mettent les caches sur leur GPS et vont à la recherche de ces caches. Donc, il y a un texte qui a été rajouté disant, stipulant le règlement. Et puis cette belle initiative a permis de conserver une soixantaine de caches dans les parcs de nature de l'Est. C'est un exemple du texte qui avait été ajouté sur le site. Quelque chose comme les formellement interdits de circuler à l'extérieur des sentiers. Toutes les caches ont été placées de façon à permettre une belle expérience de géocaching en respectant la végétation et les règlements du parc. À cet effet, vous êtes fortement encouragé de consulter le règlement suivant. Et ça, c'est le document de tous les règlements des parcs nature. C'est par un comportement responsable que de tous que nous pouvons continuer à profiter du beau loisir dans un parc magnifique. Et donc, ça, c'est un exemple de cache, de page sur le site où on voit le titre de la cache, on voit ses coordonnées, on voit ses attributs, on voit le texte. Je n'ai pas mis tout le reste du texte, mais avec la belle en-tête qui montre aux gens, si vous avez fait votre pratique là, faites attention. Une des raisons aussi, c'est que c'est pas à cause que le GPS, des fois, il peut nous indiquer qu'il y a quand même 3 mètres de précision, mais si le GPS nous dit elle est par là, c'est un rappel que bon, c'est peut-être la coordonnée qui n'est pas précise ou le couvert des arbres. Donc, malgré que ton GPS dit sors du sentier, ton contenant est par là, reviens dans le sentier. Là, je voulais juste inclure la liste de plusieurs endroits qui ont été mis en œuvre, qui est des activités 4 saisons. La marche, la bicyclette, le kayak l'été. Pour l'hiver, il y a la marche, la raquette, le ski de fond, le vélo d'hiver. Je suis conscient que ce n'est pas tous des parcs nature, mais je vais en nommer quelques-uns, comme le bois de la rivière qui font de la location de GPS, le domaine vert aussi. Le domaine Saint-Bernard, c'est près de Kanawagé. Le camp Maris, l'auberge Le Baluchon, qui a une soixantaine de caches sur son terrain autour de l'auberge. Les sentiers d'escapade du Mont-Rigaud. Ski de fond et marche l'été, ils font la promotion de ça. Il y a plusieurs caches au parc Angrignon. Le parc linéaire du train du Nord, entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, il y a une cache presque au kilomètre. La ville de Saint-Lin des Laurentides, c'est un cas spécial. Ils veulent faire ce qu'on appelle un géotour. Ça veut dire qu'il y a une série de caches que si on fait je ne sais pas si c'est 40 caches, on reçoit un écusson cadeau, une pièce sculptée, puis c'est comme la manière de faire venir les gens dans leur région par cette activité-là. Le Centre de la nature aussi ont un genre de petit rallye où ils donnent une feuille aux jeunes, puis ils peuvent se promener, faire une quinzaine de caches, puis à la fin, s'ils répondent, ils ont des petits indices à chacun des endroits et ils peuvent avoir un cadeau à la fin de la journée. Donc le parc Michel-Chartrand, le village de Val-Jalbert, il n'y a pas personne là, ça ne dérange pas personne, mais il y a des caches partout dans le parc, dans le village de Val-Jalbert. Canal Chambly, le parc aérobique, ça c'est Morinite jusqu'à, mon Dieu, il y a des centaines de kilomètres, il y a des caches là-bas. La montagne Noire à Saint-Donat, il y a sûrement 200-300 caches dans à peu près tous les sentiers qui sont dans cette région. Donc, notre plan d'action, quand on publie une cache, ça passe toujours par un panel de reviseurs avant qu'elle soit publiée. Donc, nous sommes prêts à demander à tous les propriétaires d'une cache située dans un parc nature ou dès la publication d'une nouvelle cache de confirmer que leur géocache peut être trouvée et récupérée sans quitter le sentier. Indiquer que, dans la discussion que je l'ai mentionné tout à l'heure, que malgré qu'il peut y avoir une imprécision normale, mais que de ne pas chercher dans le hors-sentier et la note pour les règlements, genre trouver les parcs sont ouverts de 7 heures au coucher du soleil, toutes sortes de choses comme ça.
Il y a d'autres moyens disponibles. On travaille souvent avec les services de police, les systèmes de parc. On peut leur donner un abonnement gratuit pour être premium. Ça veut dire qu'ils peuvent regarder ce qui est publié dans leur région. Ils peuvent discuter avec les géocacheurs qui sont passés et tout ça. Donc, c'est un moyen additionnel qu'on peut donner aux préposés, aux gens responsables des parcs nature. Donc, c'est ça. La conclusion, c'est que par ces actions, nous espérons, ça c'est l'association Geocaching Québec, très localement pour Montréal, on espère démontrer aux responsables des parcs que les géocacheurs sont prêts à respecter leur règlement, qu'il n'est pas nécessaire que toutes les caches soient archivées dans ces parcs, et donc établir un dialogue avec les personnes responsables de la ville pour éviter des décisions isolées, cas par cas, comme ça a été le cas. C'est un peu comme la main gauche, la main ouest a fait une interdiction à grande échelle et dans l'Est avec un compromis très acceptable. Là, on parle de 2013. Je n'ai pas entendu parler d'aucun incident de plainte que les géocacheurs auraient été piétinés hors sentier. Je pense qu'il y a plus de gens, des visiteurs qui voient un chevreuil puis ils se décident qu'un daim, puis ils quittent le sentier parce qu'ils veulent avoir une photo de plus proche. Ça, j'en ai vu beaucoup moi-même. En tout cas, il y a sûrement une manière de trouver une formule gagnant-gagnant pour pratiquer l'activité dans les parcs nature, puis en respectant leur vocation de protection de l'environnement. J'ai un petit... pour la période des questions, on a un géoart dans le coin de P9, et de végétation. C'est des caches mystères qui ont été posées en forme de Montréal. Donc, tous les visiteurs, avant d'arriver à Montréal, ils décodent les caches mystères et ils adorent se rendre là. Mais c'est pas un parc nature. Merci beaucoup, M. Rousseau. Nouveau mot, nouvelle activité pour moi, en tout cas, que je découvre ce soir. Je ne suis pas certaine de bien la comprendre encore. Il faudrait que je me renseigne davantage. Mais donc, la préoccupation des gens qui vous ont demandé de retirer les géocaches, ça se résume à quoi essentiellement? J'imagine qu'il y a des enjeux de sécurité, protection de certaines espèces végétales peut-être plus fragiles, ce genre de choses-là? Pour le parc Bois de Liesse, c'était ça. Je crois que dans le temps, il parlait de la forêt milléniale. Il ne voulait pas avoir de piétinement hors sentier qui va endommager les repousses selon la saison. C'est vraiment une activité 4 saisons. Qu'il fasse moins 20 ou plus 30, les gens ils se promènent à l'année longue. Donc, pour le Bois de Liesse, c'était ça. Mais pour entre Cap-Saint-Jean, on n'a pas été capable de discuter. Ça a été, mais les parcs nature, par définition, je crois que c'est la protection de l'environnement. Donc, mais le compromis qui a été trouvé pour les parcs de l'Est, ça a bien fonctionné. Puis les gens, ils restent en sentier, on dit aller jouer dehors, mais pas ici. C'est un peu ça le point qu'on essaie on fait la promotion de ça, d'aller jouer dehors. Mais on peut. Les géocacheurs, en général, ils aiment la nature, puis c'est pas des bulldozers des brutes qui vont aller tout arracher, puis tout ça. Là. Donc, la pérennité de l'activité est importante pour nous. D'accord. Merci. Madame Rossi. C'était surtout un commentaire, puis je vois l'évolution de votre présentation, puis je sais pas si... je sais pas, là, mais pour moi, c'est pas la définition d'un sport. Clairement, c'est pas la définition d'un sport, c'est une chasse au trésor. Je sais pas, là, mais c'est... Peut-être que je suis hors sentier, mais pour moi, c'est parce que vous disiez au début que c'était pas dans la liste des sports qui était définie dans notre plan directeur.
moi, je ne le vois pas comme un sport, je le vois comme un loisir. Puis c'est ça que je dis, dans l'évolution de votre présentation, on a commencé avec sport, puis on a fini avec activité et loisirs. Et j'ai l'impression effectivement que ça devient un enjeu de sécurité quand on sort des sentiers et de préservation aussi de l'environnement. Selon moi, c'est ça. Je dis pas que l'activité n'est pas correcte, mais de la mettre dans de la titrer sport, pour moi, c'est une chasse au trésor. C'est pas un sport. Le premier point que je voudrais répondre, c'est pour mettons, la sécurité. On ne fait pas la demande de pouvoir aller hors sentier, donc si on respecte la portion restée dans les sentiers, je crois qu'il y a zéro problème de sécurité et non plus la protection de l'environnement est respectée. Pour ce qui est du sport, je veux dire, moi, dimanche passé, j'ai fait 29 km pour ramasser une vingtaine de caches dans le coin de Saint-Étienne. C'est pas loin de Valleyfield. Donc, je considère que 29 km, c'est quand même une bonne distance. D'aller faire un circuit à la Montagne Noire, à Saint-Donat, avec la dénivelée qui est là, de faire 15 à 20 km à pied à 45 degrés à certains endroits, je considère ça un sport. Je ne veux pas dire que toutes les îles autour de Montréal contiennent une géocache, donc de partir de la rive en kayak et de se rendre. Oui, c'est une course au trésor, mais c'est la petite carotte qui est au bout du sentier qui vous fait parcourir une quantité et qui vous fait promener, prendre de l'air. Mais donc, si je comprends bien, parce que moi aussi je découvre ça, il a fallu que je cherche. En étant membre, ou je ne sais pas, on peut mettre je sais pas, n'importe qui peut mettre un géocache n'importe où, c'est ça, je comprends. Après avoir été passé à travers le processus de révision. Donc, le réviseur va vérifier que la cache répond aux critères d'une cache sécuritaire dans les sentiers, si c'est dans le cas d'une cache qui est dans un parc nature. Donc, ça a bien fonctionné depuis 2013. Puis, est-ce que quelqu'un pourrait installer un géocache sans passer par certains critères? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible? Pas des caches temporaires pour un petit rallye d'une journée, mais une cache permanente, non, c'est pas possible. Ça serait quoi le point? Ça veut dire qu'il peut placer un contenant. Dans ce temps-là, ça serait presque un déchet. Personne ne pourrait la trouver. Personne n'aurait accès. C'est en passant par le site de geocaching.com que la personne peut obtenir les coordonnées de ce contenant. Donc, si ce n'est pas publié, la personne ne peut pas. Pas moyen de le trouver. Non. Aucun moyen de le trouver. Okay. Oui, merci. Moi, peut-être que il y avait beaucoup de choses nouvelles là, que je n'ai pas nécessairement toutes saisies, mais parce que ici, juste pour continuer avec qu'est-ce que vous parlez justement maintenant, dans votre plan d'action, vous êtes prêt à demander à tous les propriétaires d'une géocache située dans un parc nature de confirmer que leur géocache peut être trouvée et récupérée. Alors, c'est un peu que ça pourrait être n'importe qui, c'est pas nécessairement quelqu'un qui doit passer à travers cette... Je vais peut-être m'excuser en disant que c'est vrai que le processus des caches existantes est pas mal passé dans la moulinette. Il n'y a pas de géocache en ce moment dans un parc nature qui n'a pas été approuvé et répond à ce critère. Donc maintenant, ce serait juste les nouvelles caches qui seraient de... donc, il reste dès la publication d'une nouvelle cache. C'est cette portion-là qui reste. Les caches sont disparues, ceux qui ont été approuvés, ils sont retirés, ils ne sont plus là. Puis ça, c'est une question
question aussi. Le contenant, qu'est-ce qui est dans... C'est un contenant, c'est quoi dans le contenant? Oui, je pense que c'est peut-être un peu vite. Je donne des exemples. Ça peut être des contenants de beurre d'arachide. Souvent, il va y avoir un crayon et un petit carnet de visite. Donc, ceux qui le trouvent, ils signent. Je dis, je l'ai trouvé. Et ils retournent sur le site et ils l'indiquent aussi. Il peut y avoir des petites bédelles, des petits jouets pour les enfants, tout ça. Mais le minimum, c'est un crayon et un carnet de visite. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des enjeux de sécurité avec certains items qui ont été trouvés dans ces contenants-là? Moi, comme maman, c'est ça que je pense à... Non, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la service de la police, qui ont souvent des comptes. Il y a eu des petits appels à la bombe pour un contenant trouvé. Ils disent, bon, c'est quoi ce contenant-là? Il y a eu des événements, des incidents de ce genre-là. Il y a des règlements qui existent, on s'auto-régule avec il n'y a pas une cache près d'une école, sur un pont, des choses comme ça. Mais dans un contenant, non, jamais. Merci beaucoup. À ma droite, des questions? J'avais... Younes, oui? Oui, merci, Madame la Présidente. Désolé, M. Vaillancourt. Donc, j'avais une petite question, en fait. Si, par exemple, moi, je télécharge, c'est une application, j'imagine? Il y a également une application sur iPhone et Android, oui. OK, donc, dans le fond, je télécharge l'application, je fais ma randonnée dans le sentier, je trouve le coffre, oui. Et puis, si je le déplace, est-ce que ça va être désactivé sur le système? Parce que disons que, je sais pas si c'est arrivé ou pas, mais c'est que quelqu'un prenne et se dise, ben, je vais aller, on va jouer un tour, on va le mettre proche de telle place ou telle place. Là. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Donc, on a un petit surnom pour les non-géocacheurs. On les appelle les moldus, comme dans Harry Potter. Les gens déplaisants. Et oui, il peut y avoir des saboteurs, il peut y avoir des gens déplaisants. Mais c'est ça. Donc, quand on a trouvé le contenant, ou on n'a pas trouvé le contenant, sur le site, on peut indiquer j'ai trouvé le contenant. Le contenant, peut-être, le carnet de visite était mouillé, ou le contenant a été grugé par un écureuil, ou quelque chose comme ça. Et donc, on peut mettre un need maintenance, a besoin d'entretien. Le propriétaire est informé immédiatement. Et s'il y a 2-3 personnes qui ne l'ont pas trouvé parce qu'elle a été déplacée ou disparue, le propriétaire est informé et va faire la maintenance de son contenant. Donc, c'est assez rapide. Ils le savent la journée même que la personne est son « je n'ai pas trouvé ». Parfait. Merci beaucoup. Oui, juste M. Posé. Excusez, je vais m'allumer. Bon, voilà. Merci. Moi, j'ai découvert votre activité il y a quelques années, à l'époque où j'étais en gestionnaire en centre de loisirs. J'avais un employé qui faisait partie de l'association Géocaching à Montréal ou au Québec, bref. Et puis, elle m'a montré ça. Et j'en ai fait depuis ce temps-là à quelques reprises avec mes enfants. Mon épouse, bref, des fois on part un dimanche après-midi en famille, puis on s'en va faire ça. Je trouve ça génial d'abord comme concept. Deuxièmement, effectivement, je vous rejoins effectivement. Vous vous inscrivez, je pense, très bien dans le cadre de la présente consultation publique, parce que oui, c'est une activité physique en mon sens. Je peux vous dire qu'on marche en tabarouette à chaque fois qu'on le fait. Et ne serait-ce que le fait que ça se fait en plein air. Et puis, c'est vraiment le propos de la présente consultation. Moi, en tout cas, je pense que vous gagnez beaucoup à faire connaître cette activité-là. Il y a encore, après autant d'années, ça a commencé quoi, en 2000, c'est ça? 2000-2001. Et malgré le nombre impressionnant de géocaches que vous avez au Québec, il y a encore, d'après ce que je peux constater, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas.
Je regarde même dans nos centres de loisirs, c'est pas connu, ou à peu près pas connu. Je ne sais pas comment on pourrait vous aider au niveau des arrondissements, au niveau de la ville, mais je pense que c'est une belle activité que nos jeunes gagneraient à découvrir et ça peut faire aussi des belles activités en éducation physique, notamment là, dans le cadre scolaire, ou dans une activité de loisirs familiale ou peu importe. En tout cas, moi, je veux savoir comment on peut vous aider au niveau des arrondissements à faire votre promotion, parce que vous êtes une OBNL aussi, là. Oui, 100%. C'est ça. Mais effectivement, on n'a pas des budgets incroyables, donc on a des bons succès. Notre but, c'est la promotion de l'activité, donc on fait ça à temps plein, etc. On a eu des choses comme on a travaillé avec des écoles, comme l'école Émilie Gamelin à la Prairie, avec un partenariat avec l'AGQ. Ils ont réussi à avoir une subvention de Novatec de 9 000 $. Ils ont acheté une dizaine de GPS, puis ils font des rallyes GPS avec leurs élèves. Donc ça, c'est un succès assez criant. Là, moi, j'ai reçu une invitation de l'unité anti-violence de la police de Montréal, qui ont une grosse activité mi-juin au centre Claude Robillard. Je crois qu'ils félicitent un millier de jeunes par des ateliers, tout ça. On va être un des ateliers dans la journée, puis on va les faire courir pendant 1h30, 2 heures autour du centre Claude Robillard avec des GPS, tout ça. Mais ça demande des volontaires, donc ça veut dire que de notre équipe de bénévoles, ils vont venir avec leur GPS, puis ça va être ces GPS-là qui vont servir pour l'activité, etc. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent. Là, je nomme ceux-là parce que c'est en ce moment ou très bientôt. Les écoles, là, je ne sais pas à quel niveau, s'il y a le municipal, mais il y a aussi le provincial. Je sais que les écoles, c'est pas mal provincial. Oui, tout à fait, mais mon propos était plus, dans l'ensemble des arrondissements, on a nos services locaux en culture, sport, loisirs, développement social. On a nos partenaires dans nos arrondissements qui ont des programmations en loisirs et en sport. Mais outre leur programmation, il existe aussi des diffusions qu'on fait dans nos arrondissements par rapport aux différentes activités possibles et potentielles. Fait que, bref, je me demandais. Puis aussi, c'est parce que je vois aussi beaucoup comme votre activité, puis je vais finir là-dessus, je vois beaucoup votre activité comme un club de marche, mais avec une variante. Une variante, et ça, je trouve ça intéressant. Parce que, les clubs de marche à Montréal, ça va, ça vient, et c'est à échelle variable selon les quartiers et arrondissements. Puis je trouve que ce que vous apportez comme concept, moi, ça me raccroche beaucoup à ça. Et comme vous dites, ça amène une espèce de carotte au bout de la marche, ou peu importe comment on le voit. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis dans ce cadre-là, ça peut être intéressant aussi à venir promouvoir. Donc, voilà. L'offre est agréable, mais juste là, comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'idée. Je m'étais préparé pour justement déjà avoir un retrait d'interdiction, puis de pouvoir retourner dans ces beaux parcs-là, puis qu'il y a des carottes. Je suis sûr qu'il y a plusieurs géocacheurs qui ne sont pas retournés dans ces parcs-là depuis parce qu'ils ont une petite crotte sur le cœur, là, mais je sais que des choses comme à Saint-Constant, on a eu accès à la bibliothèque pour des réunions, on a fait mettre des ateliers, mais tout ça, il y avait une réciprocité. On fournissait un atelier de geocaching à leurs citoyens, puis on avait les locaux gratuits. Et quand on a voulu faire une chronique où il y a des applications, des fois sur ordinateur pour la gestion de tout ça, puis on voulait faire une activité pour les géocacheurs seulement, pas les citoyens. Mais on dit, le même local que vous avez utilisé l'autre fois, on vous le donne gratuitement. Ça, c'est une belle réciprocité. Donc, ça, si on peut avoir ça dans plusieurs arrondissements. Moi, je suis de Pierrefonds. Mais c'est ça, c'est un peu au cas par cas.
On aura une dernière question. Merci beaucoup. J'ai un petit peu joué, dans le temps, on pensait qu'on jouait, là, mais c'était plus urbain qu'on se promenait, c'était sur le plateau, dans le fond. J'ai très aimé, puis on a fini dans une brasserie après. C'était pas urbain, mais c'était super plaisant, mais en même temps, on a beaucoup marché. Mais ce que j'aime beaucoup, dans le fond, c'est que moi, je pense que ça répond beaucoup aux critères dans le sens que c'est quand même à l'extérieur. Puis je pense que pour les jeunes, ça rajoute l'aspect technologique qui les intéresse à sortir, puis combiner ça avec quelque chose qui peut être soit au long, puis ici, il y a des différents niveaux. Tu peux soit grimper une montagne ou aller vraiment sur le plat. Alors, il y a tout, au niveau de difficulté, il y a tout, de tout. Puis pour l'avoir fait, c'était quand même très bien encadré au niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de sécurité, mais par rapport à ce qu'il y avait en termes de site web et de façon de gérer tout ça, je pense que l'aspect sécurité, vous avez vraiment travaillé très fort sur cet aspect-là, sachant que c'était peut-être quelque chose qui a dérouté un petit peu l'aspect du géocaching. Mais ma question spécifique, c'est que vous avez le nombre de caches, etc., mais il n'y a pas de nombre de personnes qui pratiquent le géocaching. Et vous, un nombre de personnes qui... Là, j'ai mentionné quelque chose comme 40 000 géocacheurs au Québec. OK. À Montréal, avec un chiffre. Plusieurs milliers, j'en connais. Je ne les connais pas tous, personnellement. Mais au Québec, c'est 40 000, puis à Montréal, on peut pas voir, c'est quand même un bon pourcentage. J'ai partage, c'est 45 000 caches au Québec, 7 000 caches à Montréal. Si on regarde à peu près le même ratio, il y a sûrement plus. Quand on parle de caches, 5 000 et plus. Moi je parle de personnes qui vont aller faire l'activité. Oui, mais c'est ça, c'est pas. Il y a beaucoup de géochercheurs. Okay. Et pas nécessairement des géoplaceurs. Okay. Donc, c'est pas en proportion. Il peut y avoir plusieurs milliers de géocacheurs pour 1 millier de caches. Donc, il pourrait y avoir 10 000 géocacheurs à Montréal et Laval confondus. La région métropolitaine. Puis on parlait de Pokémon. À un moment donné, quelqu'un me disait Pokémon, c'est comme Pokémon? Ben, c'est comme Pokémon, mais il y a un contenant. Donc une fois qu'on l'a trouvé, ben, retourne pas là, il ne reviendra pas ton Pokémon. Pokémon, en avant de chez nous, il y a quelque chose d'impressionnant. Je pense que c'est une des grosses tours où tu viens alimenter ton Pokémon. Puis il y a des retroupements, des routes. J'aurais 15 jeunes à tous les soirs en avant de chez moi parce qu'ils viennent recharger leur Pokémon. Il y en a qui sont allés des Pokémon. Je me demandais qu'est-ce que je là, mais merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Alors, ça va être le moment de conclure. Juste avant de lever l'Assemblée, je voudrais vous rappeler que les mémoires qui ont été déposées ce soir vont être disponibles en ligne au cours des prochains jours sur la page consacrée à la consultation du site web des commissions permanentes de la Ville de Montréal. Et vous pourrez aussi, à partir de demain, revoir la séance en différé à partir de la page réalisons mtl.ca/sport.